Je voudrais à cette occasion, bien sûr, remercier tous les élus qui sont présents, soit en visio, soit ici dans cette salle, parce que je sais que sur chaque territoire, beaucoup d'actions ont vu le jour. Certains territoires sont en train de travailler à ce qu'on appelle les PAT, hein, les programmes alimentaires territoriaux. Certains même sont labellisés. Donc, je dirais que le degré de réussite est encore plus important. En tous les cas, quelques mots d'introduction et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Si on avons souhaité lancer cet après-midi, c'est que je pense que tous les récents épisodes que nous avons connus et vécus, que nous pouvons vivre encore aujourd'hui malgré tout, hein, qui sont la pandémie du Covid, les épisodes climatiques critiques ou encore la guerre en Ukraine qui sévit actuellement, nous rappellent collectivement l'importance de la souveraineté alimentaire. Cette question de la souveraineté alimentaire a pu être reléguée des fois au second plan à la fin du XXe siècle, mais les crises que nous traversons redonnent à l'alimentation son enjeu vital. Parler de souveraineté et d'alimentation, c'est donc parler d'alimentation en termes de sécurité. Pour aborder cette question, il convient donc d'avoir une approche globale de l'alimentation. Cela touche donc pleinement l'activité agricole, mais aussi les dynamiques portées par les collectivités territoriales. L'émergence et la reconnaissance de nombreux projets alimentaires territoriaux dans la région en témoignent. À ce titre, le projet stratégique des chambres d'agriculture porte ces enjeux et en particulier celui de créer plus de valeur dans les territoires. Donc, encore un grand merci à Stéphane Linou, qui est aujourd'hui formateur à l'Institut supérieur des élus et consultants. Il est l'auteur d'un ouvrage consacré à la résilience alimentaire et sécurité nationale. Son intervention a vocation à apporter un éclairage sur les diverses vulnérabilités de nos systèmes alimentaires. Il nous partagera son analyse et les moyens de répondre à ces enjeux de souveraineté alimentaire pour nous rendre plus résilients. Et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour et merci, Monsieur le Président, d'avoir tenu votre promesse et votre engagement lorsque s'était rencontré au sommet de l'élevage à Cournot, pour pas vous donner de leçons, hein, loin de là, mais pour peut-être faire un pas de côté. Faire un pas de côté et faire quelques zooms arrière, autant dans l'espace que dans le temps, sur quelque part ce que j'appelle le plus vieux sujet du monde, hein, qui est le lien entre alimentation et sécurité. On n'a pensé qu'à ça, toujours, jusque dans les années 60 à peu près. Et parce qu'en fait, en tant qu'espèce, notre espèce, même notre genre, homo, comme toutes les autres espèces animales, a commencé par courir après la nourriture. Notre ventre allait vers la nourriture. Parce qu'on était chasseurs-cueilleurs. On allait prélever les végétaux. On courait après des animaux qui eux-mêmes couraient après les végétaux, tout ça. Et ensuite, lorsque le climat s'est stabilisé et réchauffé, c'est-à-dire le climat que l'on connaît encore un peu maintenant, eh bien, en fait, cette nourriture, on l'a faite pousser autour de notre ventre. C'est là qu'on a inventé l'agriculture, donc au néolithique, moins de 10 000, 12 000 ans. Et ensuite, pour sécuriser les récoltes, on s'est regroupé en communautés. C'est là qu'on a inventé les villages. C'est là qu'on s'est dit, collectivement, de cette colline à cette colline, c'est à nous. C'est là qu'on a transformé l'espace en territoire. C'est là qu'on a inventé l'aménagement du territoire au niveau local. Et c'est là aussi qu'on a grandement inventé la politique. Donc on a sécurisé collectivement cette nourriture autour de notre ventre. Il y avait donc des stocks, les greniers d'abondance, les outils de transformation. Le foncier était ménagé, car il était directement relié à des questions de subsistance. Donc en fait, après que notre ventre soit allé vers la nourriture, après que l'on ait produit cette nourriture autour de notre ventre,
Et après qu'on ait sécurisé collectivement cette nourriture autour de nos ventres, mais maintenant, c'est cette nourriture qui vient à notre ventre. Sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand, sur le est-ce qu'il y a des stocks, sur le est-ce qu'on est maître de tous ces maillons. Et si l'on se questionne sur ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mers, par exemple les consuls au Moyen-Âge, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait se protéger. Donc on érigeait et entretenait les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, de l'ordre public. Parce qu'avant qu'on invente les États-nations, l'ordre public, il était quasi exclusivement géré au niveau local. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Il y avait des stocks. On avait un œil sur les flux, les transactions. Il y avait les outils. Et en fait, c'était parce qu'on était des sociétés où la pénurie, c'était la règle. L'abondance, c'était l'exception. Donc, on était organisé autour de la règle qui était la pénurie. Donc ça, autant les individus que les collectifs d'individus, c'est-à-dire il n'y avait pas de suffrage universel direct, mixte et compagnie à l'époque, mais il y avait quand même des élections au niveau local. C'était une conscience, une responsabilisation, une discipline et une mise en œuvre d'action collective, donc politique, qui se rajoutaient à une conscience, à une responsabilisation, à une discipline et à une mise en œuvre d'action individuelle. C'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin, chacun cuisinait, chacun stockait ce qu'il pouvait, tout ça. Alors, j'idéalise pas un temps où c'était pas simple. Je dis pas ça. Mais au moins, cette question était dans les têtes tout le temps. Autant au niveau individuel que collectif. Et en cas de pépin, le fait d'avoir tout ça, ça sauvait les meubles un certain temps. Donc en fait, cette question est au fil des siècles, enfin rapidement, et des décennies, sortie des têtes autant individuelles que collectives. Individuelles, sur 68 millions de personnes, il y en a combien qui font un jardin? Non? Et que collectives. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'aménagement alimentaire du territoire, par exemple. Il n'existe pas d'aménagement alimentaire du territoire, qui existe pour quasiment tout. On achemine l'eau, on achemine l'électricité, on s'occupe des décharges, on fait un maillage de casernes de pompiers, le haut débit et compagnie. Mais concernant la nourriture, bizarrement, on pense qu'en fait, non, pas besoin de s'en occuper ou d'y réfléchir, puisque c'est une affaire réglée. Se nourrir est une affaire réglée encore dans nos têtes occidentales et en France, quasiment. Où on est plus préoccupé par les excès de nourriture que par un éventuel non-accès. Et que, encore, la sécurité alimentaire s'est vue quasiment sous son angle sanitaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des salmonelles ou autre. Mais pas sur un éventuel non-accès. Alors, il y a eu partout où on a découvert et exploité les énergies faciles, les énergies fossiles, charbon, pétrole, qui ont fait que, à partir de ce moment, le transport n'a quasiment plus rien coûté. Le prix du transport est devenu inférieur au prix du produit. Donc, du coup, les territoires, avec la théorie théorisée par, justement, David Ricardo, économiste anglais,
la théorie des avantages comparatifs, qui dit, bon, mais voilà, maintenant que le transport ne coûte quasiment plus rien, eh bien, les territoires vont pouvoir se focaliser sur les productions sur lesquelles ils se sentent les meilleurs, et dans le même temps, ils vont pouvoir abandonner les productions sur lesquelles ils se sentent le moins bons. De toute façon, on s'en fout, ça viendra toujours de quelque part. Donc en fait, ça a été une grande accélération dans la spécialisation, dans l'hyperspécialisation de nos territoires, qui fait qu'actuellement, on a une autonomie alimentaire très réduite par territoire, qui est égale à peu près à 2%. C'est-à-dire que 98% de ce que l'on met dans nos assiettes, ça vient d'autres régions ou d'autres pays. Et dans le même temps, 97% de ce que l'on produit dans ces mêmes territoires, on l'envoie ailleurs. Donc en fait, ça fait du double flux, comme la clim. Hein. C'est un flux où on envoie les productions sur lesquelles on s'est spécialisé et un flux pour faire revenir ce qu'on a décidé d'abandonner comme production. Et c'est à partir de là qu'il y a eu donc cette grande accélération dans la spécialisation de nos territoires qui a fait qu'on a commencé à transformer nos territoires en EHPAD à ciel ouvert. Dans le sens où, contrairement aux personnes qui rentrent en EHPAD où c'est jamais choisi, c'est jamais de gaieté de cœur, c'est suite à des accidents, maladies ou autres, là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nos territoires se sont volontairement désautonomisés en se disant « je vais être beaucoup plus efficace et de toute façon, comme les flux venant compléter ce que j'ai décidé de ne pas produire viendront toujours, ça marchera. » Donc en fait, on se retrouve avec des territoires qui sont complètement dépendants de flux, et ça marche tant que les flux arrivent. Et c'est à partir de là que, grandement, qu'on a détricoté nos infrastructures nourricières territorialisées. Ce que j'appelle nos microbiotes alimentaires de territoire. Vous savez, il y a des microbiotes un peu pour tout maintenant. Hein. C'est intéressant comme concept. Soit on peut dire écosystème. Et un écosystème, il est composé de plusieurs maillons. Et un écosystème ou un microbiote, il est complet, donc stable, lorsqu'il y a tous les maillons et lorsqu'il y a des liens entre tous ces maillons. Actuellement, il n'y a quasiment pas de microbiote alimentaire de territoire. Par territoire, puisque c'est complètement spécialisé et que, dans le même temps, on ne transforme plus certaines productions, donc on a fait sauter les outils de transformation. Et comme il n'y a quasiment plus de fléchage de la consommation, qu'elle soit des collectivités locales ou des citoyens vers de la production locale, quand je dis pratiquement pas parce que c'est pas assez à mon goût, on s'entend bien, il y a quand même des dynamiques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec des microbiotes alimentaires de territoire déséquilibrés parce qu'il manque des maillons, mais un système, pour ne pas tomber en désordre, il a besoin d'apport ou de perfusion extérieure pour l'équilibrer. C'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que ce que j'appelle ce club des 5, il y a 5 acteurs, je vois 5 acteurs, 5 familles d'acteurs dans ce microbiote alimentaire de territoire. Premier maillon, premier acteur, les producteurs, qu'ils soient agriculteurs comme vous ou ceux qui font leur jardin en même temps. Le deuxième maillon, les distributeurs et les commerçants et la commercialisation et la logistique, puisque c'est un vrai sujet. On a trop souvent cru qu'un agriculteur pouvait aussi être logisticien, vendeur sur les marchés, cuisinier et compagnie. Bon, voilà, c'est plusieurs métiers, vous le savez. Le troisième maillon, les consommateurs également. Quatrième maillon, les prescripteurs, c'est-à-dire les collectivités qui édictent des règles et qui peuvent passer de la commande publique. Et le cinquième, les transformateurs, c'est-à-dire les restaurants, les cantines et les gens qui cuisinent également. Donc en fait, avec ces 5 maillons, s'ils sont en fonctionnement, en lien ou autre, il y a une certaine stabilité dans ce microbiote alimentaire territorial. Mais là, comme on a fait sauter des maillons, le microbiote alimentaire n'est pas au complet, il est déséquilibré, mais en fait, on ne voit pas. On ne le voit pas, pourquoi?
Parce qu'actuellement, les flux, les transports, les perfusions alimentaires continuent à arriver pour venir équilibrer artificiellement ce système qui est normalement déséquilibré. Et qu'est-ce qui se passe quand on enlève une perfusion qui équilibre artificiellement un système? Eh bien, ça tombe en désordre. Et un désordre sur un territoire s'appelle des troubles à l'ordre public. C'est tout simplement le plus ancien couple de risques qui existait dans les villes. Le plus ancien couple de risques dans les villes, c'était quoi? C'était le couple de risques approvisionnement alimentaire et ordre public. Parce que la hantise des ancêtres des mers, c'était quoi? C'était que le peuple se révolte par le ventre. On en revient toujours à ça. On n'a pas changé de besoins physiologiques à satisfaire. Le premier étage de la pyramide de Maslow, c'est quoi? C'est les besoins physiologiques à satisfaire, d'accord? Mais le deuxième, il est où? C'est quoi, je veux dire? C'est les besoins de sécurité. Et ça, c'est progressivement sorti des têtes donc individuelles, mais également des têtes politiques collectives, c'est-à-dire que dans les outils de planification territoriale, que sont les PLU, les SCOT et compagnie, jusqu'à présent, on a quantifié le nombre de crèches, le nombre de zones artisanales, le nombre de cinémas, le nombre de routes ou autres. Mais le nombre d'agriculteurs, le nombre d'hectares, le foncier, tout ça, les outils de transformation, ben non. Ben, pourquoi tu veux m'emmerder avec ces questions-là? Il y a des montagnes de beurre à la PAC. On sortait des 30 glorieuses et tout ça. La PAC avait fait son boulot, voire au-delà. Eh bien, moi, élu local, qui ne suis que le reflet des personnes qui m'ont mis en place, qui m'ont élu, je le sais, j'ai été conseiller général, j'étais élu départemental et municipal. Eh bien, je vais me focaliser sur les besoins et les demandes et les activités qui ramènent de l'ATP, de la taxe professionnelle. Donc du coup, zone artisanale, ah oui, ça c'est de l'économie, tout ça. Mais quand on voit dans les documents de planification territoriale, je le sais, j'ai été conseiller en développement local, je voyais que l'agriculture n'était même pas dans la même commission que la commission économie. C'est ahurissant. Là, bon, évidemment, vous allez toujours me dire, oui, mais chez moi, c'est pas pareil. mais c'est ça le truc. L'agriculture a été rangée progressivement dans d'autres thématiques, dans d'autres commissions comme le tourisme, les chemins de randonnée et compagnie. Ah ben oui, c'est vrai qu'on n'a jamais coupé un ruban tricolore en disant « j'ai sauvé une terre nourricière ». Ah ben non, ça ne l'a pas fait encore. Et le foncier ne rapporte pas de l'ATP. Donc du coup, dans cette ébriété-là, collective, on a le plus vieux sujet du monde, on l'a complètement oublié, on l'a même méprisé, et on s'est dit, de toute façon, ça viendra toujours de quelque part, et au pire, s'il y a un problème, Papa État, il doit avoir un plan. C'est ça qui s'est passé. Parce qu'en fait, lorsque j'allais chez mes grands-parents qui étaient agriculteurs, dans le Lot, en polyculture et élevage, ils étaient éleveurs de brebis, ils avaient des canards, ils faisaient du foie gras. D'ailleurs, à 4 heures, tous les dimanches, je demandais à manger du foie gras, donc on n'était pas dans le besoin alimentaire. Et on avait toujours l'assiette bien pleine. Hein. Et lorsqu'ils sont partis à la retraite, ils ont vendu le troupeau, on continuait toujours à bien manger. Après, ils ont abandonné la basse secours, on continuait toujours à bien manger. Et ensuite, lorsqu'ils sont morts, il n'y avait plus même de potager, mais on continuait toujours à bien manger. Hein. Donc, ma tante avait repris la maison. Et là, dans cet oustal, donc, qui regroupait donc, la maison d'habitation et l'exploitation agricole, qui a permis de faire vivre plusieurs générations, et bien actuellement, ne pousse que de la menthe et du basilic. Mais on continue toujours à bien manger. Hein. Et ça, c'est pas un cas isolé. Hein. Je veux dire, je prends cet exemple régulièrement parce que c'est ça qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait m'interroger sur et ailleurs, c'est comment? Ah ben ouais, ben la viande, les agneaux, ils viennent d'abord du voisin. Et après, l'autre bout du canton, après du département, après, je ne sais plus. De Nouvelle-Zélande, sûrement. Et là, je me suis dit, mais comment tu peux avoir une assiette toujours aussi pleine et envoyant de moins en moins autour de toi de production alimentaire? Là, je me dis, mais ah ben oui, ben, le pétrole, les transports, les flux, cette théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Et là, je me disais, mais combien de temps ça peut durer tout ça, cette affaire? Et si un jour il y a un problème sur les transports, comment on se débrouillerait avec le peu qu'on produit, le peu qu'on transforme, le rien qu'on stocke et tout ça?
Donc, je fais des études de géographie, aménagement du territoire, histoire et développement local. Et mon premier travail, ça a été en Adasea. Donc, j'étais au point d'info installation. C'est mon premier travail, il y a longtemps. Et là, je me dis, mais dans ce monde-là, dans le monde de l'agriculture, dans le monde de la production alimentaire, cette question-là doit bien se la poser. Eh bien non. Je me dis, mais il doit quand même y réfléchir au fait que production et consommation ne sont plus territorialisées et que s'il y a un problème, comment on fait? Et j'ai dit, mais merde, non. Bon. Pas longtemps après, je rentre dans un deuxième monde, après celui de l'agriculture, qui est le monde de la sécurité. Je rentre chez les pompiers. Et là, je me dis, mais dans ce monde-là, donc la protection des personnes, des biens, de l'environnement et de la prévention, on doit bien imaginer un scénario comme ça. On va venir faire une manœuvre simulant une rupture d'approvisionnement alimentaire. Mais non. Pendant 19 ans en caserne, on n'a jamais fait une manœuvre de ce type. Bon. Pas longtemps après, je rentre dans un troisième monde, le monde associatif. Donc les forums sociaux mondiaux contre voilà, TAFTA et tout ça. Les accords de libre-échange pour tout et n'importe quoi. On disait, ben ouais, c'est du grand n'importe quoi. Ça ne fait même pas virer les agriculteurs et on est contre. Pour ça, il faut des circuits courts de proximité, comme ça fait vivre davantage les producteurs. Ça, on en parlait, oui. Mais les risques et la sécurité, je ne l'attendais pas. Bon. Et pas longtemps après, je rentre dans un quatrième monde, qui est le monde de la gouvernance. Et c'est là que je me suis embauché comme conseiller en développement local dans une communauté de communes. Et là, je me dis, bon, le monde des maires, le monde des adjoints et tout ça, ils sont à la croisée de tout. Ils doivent penser ce sujet, quand même. Eh bien non. Non, il y a les grandes surfaces, l'autonomie alimentaire, il y a les grandes surfaces. Je me souviens dans les rapports préparatoires à l'ESCOT, l'autonomie alimentaire du territoire est assurée, la preuve, il y a 3 Super U, 4 Carrefour. C'était écrit comme ça, quand même. Non, mais ça a l'air hallucinant maintenant, mais c'était écrit comme ça. Et là, je me dis, mais merde, putain, t'as un pied dans 4 mondes différents, et aucun de ces mondes ne voit ce sujet qui est pourtant transversal. Et t'aurais beau réussir à les mettre autour d'une même table, ces 4 mondes, ils ne sauraient pas se parler, parce qu'aucun de ces mondes n'a les codes des 3 autres. Et là, je me dis, mais putain, il y a du boulot. Et là, j'apprends l'existence des AMAP. À ce moment-là, c'était en 2004. Et là, je me dis, tiens, mais c'est chouette ça, les AMAP. Ça permet de mettre 3 piliers, économie, écologie, lien social. Et c'est du développement local en miniature. Enfin, le producteur vit de son métier puisque c'est lui qui fixe le prix. Et la richesse reste fixée sur le territoire. Ça ne va pas dans les paradis fiscaux et compagnie à travers les grandes surfaces. Écologie, pourquoi? Parce qu'il y a le deal qui est fait entre les consommateurs et le producteur. C'est moi le consommateur. Je m'engage auprès de toi, le producteur, à t'acheter ta production à l'avance, à condition qu'elle soit bio ou qu'elle le devienne. Donc, il y a une visibilité qui permet de changer de braquet. Et le troisième, lien social, voilà, l'échange entre consommateurs et tout ça, et producteurs. Et là, je me disais, mais on dit toujours que les politiques sont esclaves du temps court. Oui, c'est vrai. Mais là, ce sont des consommateurs en association qui fabriquent du temps long à une profession. Pourquoi? En amenant 3 ingrédients, sans lesquels on ne change pas de braquet, sans lesquels on ne se projette pas. C'est le bon prix, les bons volumes et la durée. Et là, je me dis, mais putain, mais ça serait bien qu'à l'échelle des collectivités locales, voire au-delà, il y ait ce même principe. Et ça permettrait justement de régénérer ce microbiote alimentaire et territorial. Mais la question de la sécurité, moi, j'aurais voulu rajouter un 4e pilier à côté de l'économie, l'écologie, le lien social. C'est le pilier de la sécurité. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je me disais, mais comme M. Jourdain faisait de la prose salle de savoir, ces consommateurs, en fléchant leur consommation vers des productions locales, eh bien, en fait, ils fabriquent de la sécurité sans le savoir, parce qu'ils entretiennent par leurs achats
des infrastructures nourricières de proximité. Parce qu'il y a un truc qu'on ne réalise pas forcément toujours. C'est que lorsqu'on achète un produit qui vient de très loin, on fabrique de l'insécurité localement. Pourquoi? Parce que les non-achats locaux détricotent des infrastructures, qu'elles soient productives, de transformation, de distribution ou même le savoir. Donc en fait, il y a un truc qui n'est jamais, mais vraiment jamais verbalisé ou même amené, c'est ce que j'appelle les externalités de sécurité. On parle d'externalités pour beaucoup de choses, externalités sociales, environnementales ou autres. Moi, j'amène ce concept d'externalité de sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on a une résilience alimentaire très très faible, c'est le meilleur chemin pour amener des troubles à l'ordre public. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2008, j'ai lancé le mouvement locavore en France, avec le peu que nous stockons, avec le fait que nous nous fournissons pour à peu près 70% de notre alimentation à travers les grandes surfaces qui n'ont même pas 2 jours de stock de belle, avec le fait aussi que nos infrastructures nourricières de proximité, c'est-à-dire nos microbiotes alimentaires de territoire, sont complètement incomplets et déséquilibrés. C'est-à-dire que, comme il manque des maillons, vous avez beau avoir beaucoup de production sur un territoire, ça ne veut pas dire que ça peut atterrir dans l'assiette. Donc s'il n'y a pas tous les maillons entre la production, entre le sol et l'assiette, eh bien, il peut y avoir des ordres. C'est ça le truc. Surtout s'il n'y a pas d'anticipation et de préparation. Avec le fait aussi qu'il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, et avec le fait aussi qu'il n'y a pas de stock alimentaire stratégique d'État. J'en parlais encore avec Christiane Lambert il y a 10 jours, et M. Windsor, et le président des COP de France. Parce que comment on peut parler de souveraineté alimentaire si on n'aborde pas la question des stocks stratégiques et du reste? Et que dans le même temps, nous sommes devenus intolérants à la frustration. Donc ce combo, tous ces ingrédients-là mélangés, une étincelle, boum, trouble à l'ordre public. En termes de résilience alimentaire, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc en fait, j'avais donc imaginé donc cette pandémie grippale en 2008 qui pouvait bloquer les chaînes d'approvisionnement alimentaire, qui sont quasiment toutes en circuit long. Je ne suis pas contre les circuits longs, mais là, on est en total déséquilibre. Et j'avais dit, voilà, combien de temps on pourrait tenir sans se taper dessus? Donc le titre de mon expérience, bon, c'était mangeons local, d'accord, mais le sous-titre était très clair. C'était permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, 2 points, une question d'ordre public. J'avais rien inventé. J'ai tout simplement dépoussiéré le plus vieux sujet du monde, mais sans l'oublier. En rappelant qu'en fait, dans les documents de planification territoriale et dans les dispositifs de préparation, on ne pense pas, on ne pose pas ce sujet. Donc, ça a été extrêmement médiatisé. Le mot locavore, que je n'ai pas inventé, il existait déjà aux États-Unis, est rentré dans le dictionnaire suite à cette grosse médiatisation. Et on me questionnait toujours, oui, est-ce que tu es tombé malade, est-ce que ça t'a coûté plus cher, moins cher, tout ça. Bon, c'était le comment qui revenait à chaque fois, mais le pourquoi, tout le monde s'en foutait. Ça glissait comme l'eau sur les plumes d'un canard. Bon. Et pas longtemps après, je me présente à une élection et je suis élu conseiller général sur un programme de relocalisation en articulant écologie, sécurité et économie. En disant, voilà, avec les 100 000 familles que j'ai organisées sur Castelnaudary, en AMAP, il y a plusieurs milliers d'euros par semaine qui restent fixés sur le territoire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire si on le généralisait et tout ça, avec la restauration collective, les territoires et tout ça? Mais il n'y a pas d'économie sans écologie, puisque l'économie n'est qu'un sous-produit de l'écologie. L'économie, c'est transformer des ressources avec de l'énergie, avec du savoir-faire et de l'organisation, on est d'accord,
Après, on s'amuse avec la fiscalité si on est de droite ou de gauche. Mais s'il n'y a pas assez de ressources accessibles en bon état et savoir ce qu'on peut en faire, il n'y a pas d'économie. Ou alors on n'a pas la même. Et c'est là que s'il n'y a pas assez de ressources préservées et bien valorisées et accessibles, au niveau économie, elles ne se retrouvent pas. Mais il n'y a pas non plus de sécurité s'il n'y a pas d'écologie. Parce qu'avec la sécurité, ce n'est pas les flashballs, les drones et compagnie. C'est pas ça le plus gros de la sécurité. C'est tout ce qu'on met en place en amont pour pas que l'insécurité arrive. C'est ça le plus gros de la sécurité. Et si on n'a pas assez de ressources en bon état, accessibles ou autres, c'est là que l'insécurité arrive. C'est tout simplement les besoins physiologiques qui ne sont pas satisfaits. Ventre affamé n'a point d'oreille. Actuellement, on est encore dans de la sécurité résiduelle. Résiduelle. Qui n'aurait rien à voir à une vraie sécurité directement liée à des questions de subsistance. Et ceux qui voyagent un peu et travaillent dans d'autres pays le savent mieux que nous. Donc en fait, avec tout ça, je suis élu. Et j'ai la confirmation que chez mes collègues conseillers généraux, la question des circuits courts de proximité comme mesure de prévention de troubles à l'ordre public, en fait, ils n'y pensaient pas. Tout simplement parce que, comme nous quasiment tous, on est né le ventre plein. On n'a pas connu ce que nos grands-parents avaient connu ou autre. Donc, du coup, dans les documents de planification et compagnie, on n'a plus prévu cette question. Donc, je voyais régulièrement donc, les préfets, les pompiers, les militaires et tout ça. Et je leur disais, voilà, en 2008, j'ai fait cette expérience-là de locavore pour des raisons de sensibilisation de troubles à l'ordre public, concernant le trouble à l'ordre public. Est-ce que pour vous, la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, à l'heure où les flux sont de plus en plus vulnérables et à l'heure où les populations sont non préparées et intolérantes à la frustration, est-ce que pour vous, c'est une question? Si oui, qui y réfléchit? Si oui, qui s'en occupe? Si oui, est-ce qu'il y a des plans? Si oui, quand ça a été répété? Et à chaque fois que je posais ces questions, je voyais que à la tête des préfets, militaires, tout ça, ça devenait une question. Ils me disaient, ah ouais. Et donc, du coup, je décide en 2017 et en 2018, là, de reprendre mes études et j'ai fait un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, donc parallèlement à mon travail. Et je me suis dit, tu vas reprendre ton dossier de locavore, mais cette fois-ci, tu vas revenir avec les preuves et au-delà de tout soupçon. Donc, je décide d'en faire mon sujet de recherche, de mémoire, et je me fais encadrer par un ancien colonel de Légion, un géographe également, un directeur de service d'aménagement du territoire, et ça a été cautionné par la division du renseignement de la gendarmerie nationale et par la zone de défense et de sécurité de Paris. Et j'avais pondu un article dans la revue spécialisée dans les risques que j'avais intitulé « Qui veille au grain », avec un double sens derrière, et j'avais posé le sujet. J'avais dit, voilà, imaginons qu'un jour, il y ait une cyberattaque sur la chaîne logistique venant d'Ukraine. Désolé. Voilà. Voilà, c'était écrit en 2018. Est-ce que cela provoquerait des troubles à l'ordre public? Est-ce qu'il existe ce que j'appelle des plans de continuité alimentaire territorialisés? Est-ce qu'il y a une préparation des populations et tout ça? Et donc, en fait, ce questionnaire, j'ai eu énormément de retours écrits de généraux, de syndicats agricoles, de la Fédération nationale des affaires, historiens, géographes, pompiers, tout ça, quelques élus aussi. Et en fait, c'était pour voir si le plus vieux sujet du monde, le lien entre l'alimentation et la sécurité, était pensé dans le monde de la production alimentaire. Est-ce que dans le monde de la production alimentaire, on pense au risque et à la sécurité, mais là, versant ordre public? Est-ce que dans le monde des risques et de la sécurité, on pense à la production alimentaire? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question?
Et là, j'ai eu plus de 53% de retours écrits. Parce que voilà, j'ai été cautionné par des organismes qui ont trouvé le sujet intéressant. Et les résultats sont assez clairs. Oui, il y aurait des troubles à l'ordre public, car production et consommation ne sont pas territorialisées, certes, mais qu'au milieu, il n'y a pas de plan. Ni locaux, ni régionaux, ni nationaux, ni des plans individuels, c'est-à-dire les gens, à titre individuel. Il n'y a pas de résilience alimentaire des territoires. La résilience, ça va bien au-delà de la souveraineté et de l'autonomie. C'est, en plus, le volet préparation des populations. C'est quelque part le volet sécurité civile, quelque part. Donc, en fait, on m'a répondu, écrit, c'est un impensé qui a eu donc, pour l'avoir pointé, le plus vieux sujet du monde, en fait, au Forum des risques majeurs, donc, le prix national décerné par le ministère et l'Institut des risques majeurs, pour avoir pointé cet impensé. Et les professionnels de la sécurité ont très clairement répondu, oui, effectivement, notre continuum sécurité-défense, c'est-à-dire, en gros, pour faire court, ce qu'il y a entre le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Eh bien, en fait, il y avait par exemple une cyberattaque sur la chaîne logistique de l'alimentation généralisée, relayée par les médias sociaux et compagnie. Le vigile de supermarché serait débordé. Il ferait appel à la police municipale qui serait débordée. Il ferait appel à la police nationale qui serait débordée. Il ferait appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée. Et qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaibli. Donc en fait, le continuum sécurité et défense fonctionne comme un rhéostat. Chaque maillon supplée l'autre lorsqu'il est saturé. Donc en fait, il y aurait saturation de nos infrastructures de sécurité. Et ce qu'on m'a répondu, c'est qu'on serait obligé d'établir des priorités d'engagement. Priorité d'engagement, c'est on s'occupe de qui avec ce qu'on a. Saturation. Donc en fait, cette non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, avec une impréparation des populations et sans plan territorial pour amortir, est en fait un sujet qui concerne 2 des 3 piliers régaliers. Je dis bien piliers régaliers. Sécurité intérieure, sécurité nationale. C'est pas un petit sujet. Et ça, j'ai eu la confirmation surprise de voir que le monde agricole ne l'avait pas vu, cet angle-là. Parce qu'en fait, quelque part, chaque monde croit que l'autre fait. Il y en a plein qui croient que si ça arrive, papa État, il doit avoir un plan. Et on s'occupera bien de nous. Mais non, il suffit d'évaluer les forces, de voir si on est préparé, et si on flèche, et si les populations sont préparées. Mais rien de tout ça. Donc en fait, une fois que c'est posé, on fait quoi? Eh bien, il y a une sénatrice qui m'a dit, c'est un sujet énorme, personne ne l'a vu, je te le garantis. Je vais faire quelque chose au Sénat. Donc, elle a posé une question d'actualité au ministre de l'Intérieur. On était au mois de mai 2019. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Les scandales sanitaires récurrents placent la question du bien manger au cœur des enjeux de santé publique. Un pan du sujet n'est jamais évoqué, l'articulation entre ordre public et continuité alimentaire. Par le passé, notre modèle agricole reposait sur le foncier nourricier et sur un aménagement du territoire local multifonctionnel. La sécurité alimentaire était une préoccupation des élus. Aujourd'hui, production et consommation ne sont plus territorialisées. Même les zones rurales sont alimentairement vulnérables, perfusées par le balai des camions de la grande distribution. À l'heure des cyberattaques, du dérèglement climatique et du terrorisme, production et approvisionnement alimentaire ne sont pas analysés comme risques stratégiques. Des signaux nous alertent pourtant. La moindre annonce de blocage routier vide les magasins avant toute pénurie, provoquant même des émeutes comme il y a peu en Outre-mer. En cas de force majeure, le déficit en capacité de subvenir localement à l'un de nos besoins primaires, celui de se nourrir, est flagrant. Les populations ne sont pas préparées.
Assurer un niveau minimum de sécurité d'approvisionnement alimentaire est un devoir pour les autorités qui devraient pouvoir garantir une chaîne résiliente allant du foncier agricole nourricier jusqu'au consommateur. Cela doit nous interroger sur la souveraineté et la sécurité nationale articulées autour des biens communs, alors que les pouvoirs publics perdent peu à peu la main sur les infrastructures d'intérêt vital comme les aéroports, le foncier agricole ou la gestion de l'eau. Il est urgent de s'en préoccuper. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Ministre, si cette question fait l'objet d'une réflexion dans votre ministère ou au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laborde. Vous m'interrogez sur la stratégie qui serait mise en cause pour garantir la sécurité alimentaire en cas de troubles graves à l'ordre public. C'est une question dont la probabilité est faible, mais dont le risque est majeur. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? La probabilité est faible, mais le risque est majeur. Voilà. Il est essentiel et votre question, effectivement, nécessite que nous puissions y répondre. Permettez-moi d'évoquer ce que nous faisons en matière de gestion de troubles graves, mais liés à des catastrophes naturelles. Permettez-moi de vous dire ce que nous mettons en œuvre lors des catastrophes naturelles. Et c'est ce modèle-là qu'évidemment nous devons mettre en œuvre et que nous pouvons mettre en œuvre en cas de gestion grave à l'ordre public. Voilà. Et c'est ce modèle-là que nous devons et que nous pouvons mettre en œuvre. Lors des catastrophes naturelles, vous le savez, mais je vous le rappelle, la chaîne d'approvisionnement est prise en compte immédiatement dans le cadre des plans dits hors sec que chacun ici connaît. Voilà. Donc là, il a été très très clair dans sa réponse et honnête. Il a dit ce qu'on a en rayon. On était au mois de mai 2019. C'est-à-dire que les plans hors sec, c'est très bien. Ça répond à un problème limité dans le temps et limité dans l'espace. Et ça ne répond pas à un problème d'ordre systémique. Donc en fait, ce qu'on a vu pendant le Covid au tout début, et notamment, je vous ai envoyé un article d'ailleurs du Figaro, qui un an après avait interrogé les présidents des grands groupes de la distribution et qui leur a raconté un week-end quand Bercy les a appelés face à l'absentéisme qu'il y avait un peu partout. Et Bercy demande c'est quoi vos plans? Donc on peut se dire que normalement ça devrait être dans l'autre sens. Et bien en fait, les distributeurs ils ont dit ben on est emmerdés, donc qu'est-ce qui a été répondu? Eh bien on enverra l'armée, on transformera nos militaires en caissières. Et le reste, ça sera pour gérer le fil d'attente. Donc, c'est ça. Donc, on a eu chaud, ça a tenu, mais on n'est pas à l'abri. Et comme le dit le rapport de la Commission européenne du mois de novembre 2021, le contingency plan, le plan d'urgence visant à garantir l'approvisionnement alimentaire en temps de crise, c'est très clair. On dit voilà, pendant le Covid, on a eu chaud, on a vu des points de vulnérabilité, mais des pandémies et des cyberattaques, il va y en avoir d'autres et pas des petites. Donc, il faut se préparer. Et donc, la Commission qui invite les États à se préparer et à faire tout un tas de propositions. Et notamment de diversifier les circuits d'approvisionnement, circuits courts et circuits longs, entre autres. De faire des tests de l'effort sur la chaîne de valeur par territoire également. Il y a tout un tas de propositions, ça s'appelle le contingency plan, je vous l'enverrai si vous voulez. Donc en fait, et ça c'était au mois de novembre 2021, donc c'est extrêmement intéressant, parce que c'est pas les soviets, la Commission européenne, hein, mais ils ont très bien compris que c'est une question quand même un peu reliée à l'ordre public et à la sécurité. Donc en fait, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce que je dis, je ne rêve pas de tout local à 100% pour tout. Hein. Pas du tout. Par contre, entre le 2% actuel d'autonomie alimentaire que nous avons dans les territoires et le 100% caricaturé ou caricatural qu'on n'atteindra même pas, il y a de la marche.
Et plus on éloignera le curseur des 2% actuels d'autonomie alimentaire par territoire, plus on augmentera la résilience et la sécurité de nos territoires. C'est pour ça que il peut coexister évidemment certains circuits, et notamment au niveau des circuits longs, au niveau des céréales, c'est sûr. Mais là où ça va pas, c'est ce faible niveau de production par produit, le faible niveau de transformation, le faible niveau de fléchage, le faible niveau encore de commande publique et le faible niveau de préparation des populations et le faible niveau aussi de conscience, et ne le prenez pas mal, du monde agricole sur sa place dans la sécurité de la nation. Je le dis. Vous n'avez pas vu ce sujet qui est pourtant central, vraiment central. Et d'ailleurs, la PCA, pour préparer France 2030, avait repris des propositions d'ailleurs qui étaient inscrites dans le projet de résolution de la sénatrice donc Françoise Laborde, pour que l'alimentation, quelque part, soit considérée comme secteur d'activité d'importance vitale, oui, ce qu'elle est actuellement, d'accord, mais n'est pas considérée dans tout son spectre. C'est-à-dire que le foncier, non, il n'est pas concerné. Les semences non plus, les outils, tout ça, non. C'est ça le truc, c'est pas du repli sur soi, c'est qu'on est allé vraiment trop loin dans le Ricardo, dans la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui a été permise par des transports quasi gratuits et sécurisés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, encore moins demain. Donc si on n'est pas capable, par territoire, je dis bien par territoire, de quelque part construire comme quand Windows plante, vous savez, ça bascule en mode sans échec. Il n'y a pas tout, c'est pas sexy, mais au moins l'essentiel fonctionne. Il faudrait, par territoire, arriver à construire des modes dégradés capables de sauver les meubles pour limiter ou éviter la saturation de nos infrastructures de sécurité. On a mis en place des mesures barrières sanitaires, on a dit pour limiter ou éviter la saturation de nos infrastructures de santé. On a mis en place des mesures barrières, ok. Et moi, ça fait 20 ans que je dis qu'il faudrait mettre en place des mesures barrières alimentaires territorialisées pour limiter ou éviter la saturation de nos infrastructures de sécurité. C'est ça le truc. Et c'est là que, quelque part, le Girondin soulage le régalier. Alors on peut dire, ouais, c'est compliqué ton truc, sécurité intérieure nationale, en plus ça fait peur. Bah non, la sécurité, ça concerne tout le monde. Mais c'est dans la plus grosse partie de la sécurité, c'est-à-dire en mode préventif. C'est tout ce qu'on peut mettre en place en amont en mesure préventive. Ça tombe bien, on a des outils, on a déjà des dispositifs qui existent. Et notamment les outils de sécurité civile. Ça fait moins peur, il y a les pompiers, il y a les nerfs, il y a tout ça. Et bien voilà, les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde que j'aborde, parce que je forme des élus partout en France, depuis un peu plus de 2 ans, pour démontrer que c'est le sujet, démontrer que pour l'instant il n'y a pas de plan B, et démontrer aussi qu'il y a des moyens d'action et des leviers. Et passer par les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, en les enrichissant avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, ça permet de lister les mesures de prévention et de protection pour limiter les effets de ce risque s'il se réalise. Et là, on aligne aussi des dispositifs qui existent, mais qui ne sont pas chapeautés sous l'angle des risques et de la sécurité. Donc là, du coup, ça devient sérieux. Les PAT, du coup, ils seraient vus, même si pour l'instant, et pas encore, et le sénateur Marchand du Nord travaille beaucoup pour renforcer, on fait souvent des interventions ensemble, pour renforcer et pérenniser les PAT, pour qu'ils aient une existence, on va dire, beaucoup plus forte, et qu'ils soient même supérieurs aux documents de planification territoriale. Parce que c'est là qu'on arrive au foncier, par exemple. Que les PAT soient un des outils de cette question. Donc, en fait, les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont, pour moi, l'outil idéal pour rentrer des choses que vous faites déjà. Des choses que vous faites déjà, mais des choses qui ne se font pas forcément encore. Et tout ça sous le volet de la prévention et de la sécurité. Notamment les outils de transformation, notamment le fléchage beaucoup plus important pour des raisons de sécurité de la commande publique.
par exemple, notamment lorsqu'il y a arbitré entre une extension de grande surface et gelée du foncier pour une installation, et bien du coup, comme c'est pour des raisons de sécurité, et bien du coup, hop, ça bascule du bon côté. Former les gens, mettre en place des ateliers cuisine, ça a l'air tout con. Mais lorsque l'on met en place des ateliers cuisine, on coche plusieurs cases, puisque les meilleurs alliés des agriculteurs sont les gens qui cuisinent. C'est con, hein, mais c'est ça. Parce que la richesse, elle reste où? Elle reste dans la ferme et dans la cuisine. Mais au milieu, on a perdu le savoir. Donc, il va pas falloir avoir honte, non, de réapprendre les savoirs de la transformation. L'agriculture urbaine, ça peut faire sourire. Et en fait, non, pas tant que ça. Parce que c'est souvent le premier contact qu'ont les gens avec le vivant. Et c'est ce que j'appelle souvent le sas de dépucelage pour les futurs agriculteurs de demain. Parce qu'après ça, eh bien, ils ne pourront pas aller en formation ou autre. Donc voilà, donc il y a tout un tas de mesures qui existent déjà, mais qui ne sont pas chapeautées par des documents de sécurité civile. Et c'est pour ça que M. Vial a souhaité que je vienne vous en parler. C'est que là, il y a un cadre qui permet justement de rentrer tout ça et de quelque part discriminer les financements publics. Par exemple, un outil de transformation en région, par exemple ici, d'ailleurs j'étais à Saint-Germain-Laprade où j'ai donné une formation en début d'année, et le maire de Saint-Germain-Laprade a enrichi son plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, et le préfet est venu le voir. Il a dit voilà, mais c'est fantastique ce que vous faites. Vous avez une cantine qui a sauvé des meubles pendant le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont une cantine municipale. Et pendant le Covid, à l'heure où beaucoup de cantines arrêtaient d'acheter aux producteurs leurs produits, la mairie a dit quoi avec le cuistot? Non, on maintient notre engagement, on continue à vous acheter vos produits et on va se démerder pour ventiler et augmenter le nombre de repas. C'est-à-dire que c'est là qu'ils ont servi davantage de personnes âgées. Et ça a permis, quelque part, de sauver, d'avoir un petit matelas de sécurité. Mais pourquoi? Parce que le microbiote alimentaire du territoire, il était quasiment au complet avec ce club des 5 que j'appelle. C'est-à-dire les producteurs, en lien, quand ça va bien, avec les transformateurs et la commande publique. Donc, ils sont restés et ils étaient là quand ça allait mal. Donc, premier maillon, les producteurs. Deuxième maillon, le transformateur, qui était d'ailleurs la cantine. Troisième maillon, les prescripteurs, la commande publique également. Et il y avait un peu de logistique, et il y avait donc les consommateurs qui décidaient, ben ouais, moi je veux manger les repas préparés par la cantine. Donc en fait, c'est en miniature, mais le principe est le même. Dans l'idéal, ça serait arrivé à ça. Et il faudrait, et ce que je souhaite, c'est que le monde agricole s'empare de ce sujet, qui est tout simplement le plus vieux sujet du monde. Et qu'il embrasse les codes des autres mondes qu'il a, par une faible démographie, abandonné depuis quelques années. Voilà pour faire court, et